La Voix des Bulles présente le One A Club, le podcast BD bimensuel qui est en avance sur son retard habituel. Coucou les gens et bienvenue au One A Club, le podcast qui vous parle de bande dessinée et qui a des animateurs qui n'en ont rien à battre de la technique. Voilà. Et qui font bouger des trucs sur les micros et qui mettent pas de casque pour écouter les jingles et qui font que dalle. Heureusement, je suis One A Pied et je suis là... pour préparer. Ah, Azertov dit qu'il a tous les titres. Il est prêt. Bravo. Bravo. Super. Donc on a Azertov qui est dans le chat. Je ne sais pas s'il y a d'autres personnes qui sont présents. Mais non, parce qu'il me dit qu'il n'y a personne le chat. Il me dit n'importe quoi. On s'en fiche. Pour m'accompagner ce soir, Thio. Bonsoir. Ça va? Ouais. La bouche pleine de Le chocolat. Kinder Maxi, c'est trop bon. Ouais. Voilà. On n'est pas payé. Je ne sais pas si on peut leur faire de la pub. Ouais, mais en même temps, d'habitude, c'est les chocobons. T'as vu, on a fait quand même. Ouais. Ça se Guillaume. mange plus lentement. Ça va, oui. Ouais, ça Bonsoir. va. Hein Je vais peut-être prendre un Kinder Maxi aussi. Et Nao. Salut. Voilà. M&M's, Kinder Maxi dans Kinder Maxi. Kinder Maxi, ouais. M&M's. Donc, et au programme ce soir, nous allons vous parler de bande dessinée qui parle j'ai presque une thématique dans cette émission parce qu'on va parler de mythologie, de croyances, en commençant par la trahison d'Olympe que Nao va nous chroniquer avec brio. Peut-être. Si elle y arrive, parce que c'est pas évident. Macra les Corbeaux, qui est entre les mains de Thio, d'or et d'oreiller, à qui je vais essayer de rendre honneur, et Blasphemous, que Guillaume va nous traiter de façon rock'n'roll, comme il sait si bien le faire. Ouais. Mais nous ne pourrions pas vous parler de tout ça sans le soutien de nos tipeurs, qui sont Matt Desca, Chevaux, Noirloff, Cobal et l'Archiviste. Et vous noterez que j'ai cité un nom de moins que les dernières fois. Car nous avons ce qu'on appelle le churn. Le churn, c'est quand... C'est un truc normal sur les émissions qui sont soutenues par des gens qui les soutiennent, tu vois. C'est que les gens changent, il y en a qui partent, il y en a qui reviennent. Nous, non, les gens ne changent pas et des fois, ils partent. Donc, on aimerait avoir du churn, du vrai. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui partent et des gens qui reviennent. Pour nous soutenir, ça nous permet de nous acheter du matériel, ça nous permet d'inviter des auteurs. Là, on prévoit d'en inviter quelques-uns et on aimerait pouvoir leur servir des trucs sympas à boire, quoi, parce que sinon, notre réputation sera complètement détériorée. On mettra des glaçons. Et donc, vous pouvez aller sur tipeee.com/la voix des bulles pour nous soutenir. Vous nous offrez un café à chaque émission, par exemple. C'est déjà pas mal. Et puis, bien sûr, vous pouvez aussi parler de nous autour de vous et faire connaître notre podcast si vous aimez nos réflexions autour de la bande dessinée. Et on commence tout de suite avec la trahison d'Olympe. Et c'est le moment exact où ma tablette décide de s'éteindre, de Jean Dalin au scénario, au dessin et à la couleur, chez Sarbacane pour 27 €. Nao. Alors, déjà, je vais donner ça au garçon. Hop là. Alors, la trahison d'Olympe, c'est un peu perché. C'est un album qui est très très grand. C'est un album que j'ai trouvé très 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 beau, mais c'est un album qui est très très perché. Où on va suivre l'histoire d'un jeune homme qui doit aller apparemment livrer une lettre mystérieuse à une femme mystérieuse du nom de Olympe dans une usine mystérieuse qui appartient à un certain Carlus Tretrus. Donc voilà, on n'est que sur des gens qui sont un peu mystérieux et Carlus Tretrus, bon, ça vend du Carlus rêve. Tretrus, voilà, on comprend le sous-ton. Hein. On sent que ça va être le gros méchant de l'histoire, même s'il est mort. Bref. Tadam, vous inquiétez pas, on le sait très rapidement, ce n'est pas un spoil. Et donc, en fait, voilà, on va suivre le parcours de notre personnage principal et de son ami à travers les méandres de cette usine, parce qu'il doit livrer cette lettre à cette femme. Et en fait, c'est un prétexte pour raconter sur le chemin toute son histoire à son copain et l'histoire qu'il y a avec cette femme.
Et on ne sait pas tout, hein. C'est un peu le grand mystère, quoi. Hein. Donc l'histoire, elle est un peu loufoque, elle est un peu perchée. Le concept aussi est complètement loufoque et perché. Les dessins sont vertigineux, c'est des décors vraiment vertigineux. C'est vraiment une lecture qu'il faut prendre le temps pour la regarder, l'explorer visuellement. Il se passe plein de choses. Et au niveau du texte, en fait, presque, c'est pas comme si on s'en fichait, mais presque, en fait. Disons que l'histoire est un prétexte aux divagations un peu oniriques de nos personnages. Donc moi, j'ai beaucoup aimé parce que j'ai trouvé que c'était un peu poétique, un peu méditatif. Et puis, on se plonge complètement dans les dessins, en fait, qui sont assez fous. Et le fait est quand même qu'on apprend qui est Olympe, on apprend qui est Carlus Magnus, et puis on n'apprend pas encore Trétrus, pas Magnus. C'est qu'à un moment donné, il l'appelle Magnus, je crois, c'est pour ça. Et oui. Et c'est l'école. C'est ça. Mais bref, c'est plein de mystères et en fait, je pense qu'on aura le fin mot dans le tome 2 parce que c'est un tome 1 sur 2. Mais disons que voilà, tous ces petits personnages sont entremêlés les uns aux autres, mais le propos principal du bouquin, c'est vraiment de voyager dans cette espèce d'usine complètement folle et abracadabranque dans lequel on doit aller d'un point A à un point B, mais voilà, c'est le formulaire 47B, quoi. C'est-à-dire que c'est impossible d'atteindre cet objectif. Oui, surtout que suite à la mort de Carlus Trétrus, toute l'administration déconne, quoi. Voilà, il n'y a plus rien qui fonctionne comme il faut, quoi. Donc c'est la croix et la bannière pour livrer cette lettre qui contient certaines choses, mais on ne sait pas trop. On le saura plus. On se doute un peu plus à la fin. Voilà. Thio, pour toi, c'est un peu plus frais. Effectivement, c'est très frais. C'est frais. Je l'ai lu aujourd'hui, hier et aujourd'hui, ça fait dans ce sens-là. Alors, j'ai trouvé qu'effectivement, alors sur le côté barré, là par contre, je ne peux vraiment pas te contredire. C'est barré. Moi, au début, je me suis vraiment cru dans du Beckett à relire, tu vois, en entendant Godot. Deux gars qui sont en train de te raconter leur life et tu te dis, mais c'est... Ok, les mecs, ils sont en train de se balader dans les conduits, mais en même temps, ils papotent, tranquillou, pilou. Ouais, peinard, quoi. Les mecs, qui sont en train de rentrer, mais pas par la bonne porte. Enfin, et effectivement, tu retrouves avec les formulaires à la con, les trucs machin. Non, mais attendez, si vous avez mal écrit votre formulaire, dans ce cas-là, vous devez retourner prendre un papier. Vous refaites un formulaire, mais vous m'en redonnez un ? Non, j'en ai plus. Maintenant, il faut aller voir machin pour avoir le formulaire. Bon, l'histoire est clairement folle, mais les dessins le sont tout autant. Et les dessins, dans le bon sens du terme. Oui, c'est... vous avez des doubles pages complètes avec des grands décors et en fait ce qui est jouissif c'est de prendre le temps, je vous dirais pas à la loupe mais quand même presque de regarder dans les petits détails tout ce qu'il a pu rajouter. C'est assez ouf et même au niveau des perspectives il y a des moments où tu as du mal il faut que tu prennes ta bande dessinée, que tu recules. Alors peut-être que c'est ma quarantaine qui me fait mal aux yeux hein, mais j'ai pris du recul pour essayer justement d'avoir... bien avancé. Ta gueule. Et du coup, pour vraiment avoir un bon recul et prendre vraiment toute l'ampleur du dessin et même voir réellement la perspective pour voir qu'est-ce qui est devant, qu'est-ce qui est derrière et comprendre ce que tu vois parce que c'est... Pouf. Alors, je ne dirais pas que c'est un coup de cœur, clairement, parce que c'est trop fou. Mais fou dans le bon sens du terme. Mais donc je peux pas vous dire j'ai aimé, j'ai pas aimé, j'ai été surpris. Il y a des trucs de malade dedans au niveau du dessin, mais au niveau de l'histoire en elle-même, c'est un peu de l'absurde à des moments. Et cet absurde-là, même si j'aime beaucoup, c'est en 2 tomes. Alors du coup, je vais faire mon dictateur, mais sur cet absurde, je vais attendre le 2e tome pour me dire waouh, c'était... Plus c'est absurde, plus j'ai raison. Ou c'est parce que ta raison est absurde, mais bon. Voilà, dans tous les cas, vraiment un peu une sorte d'ovni, mais un bel... Je fais coucou au chat. Ok, c'est super, fait coucou au chat. Mais vraiment, moi j'ai trouvé une belle BD. Il y a eu des pages qui sont dures à lire, les pages où il est dans la neige, où il y a les flocons. Oh, celle-là, elle m'a fait mal aux yeux. Parce que du coup, tu vois les flocons, mais tu n'arrives pas à voir derrière le paysage. Et puis bon, des fois, tu suis les personnages, tu as un petit fil pour suivre les dialogues quand ils se baladent. Enfin bon, c'est un labyrinthe visuel, donc il faut réussir à suivre. C'est ça, il faut vraiment se balader, il faut prendre le temps.
une belle bande dessinée et vraiment un truc barré, mais vraiment très agréable. Guillaume. J'ai pas grand chose de plus à rajouter. C'était effectivement Près le micro, drôle. s'il te plaît. Ah, je suis trop loin. Ouais, vas-y. C'était effectivement une drôle d'expérience, en fait. Et je m'attendais pas forcément à ça quand je l'ai ouvert, donc j'ai eu pas mal de mal à rentrer dedans. J'aime bien tout le côté absurde. Effectivement, le parallèle avec Godot, j'y aurais pas pensé de suite, mais c'est un bon parallèle. Et mais voilà, par contre, moi j'ai eu du mal par moments. C'était trop dur de suivre notamment toutes les doubles pages où ils continuent à discuter, où en fait la discussion se fait à travers tout le décor. Où pour simuler le fait qu'ils avancent, en fait, ils sont en plusieurs exemplaires dans la double page. Le fil de discussion qui relie les bulles entre elles fait que c'est pas toujours évident de trouver le bon ordre de lecture. Étrangement, au final, on s'en sort bien et on y arrive. Parce qu'en fait, on s'en fiche. Mais non, mais l'important, c'est de choper les éléments principaux, puis le reste, tu les laisses divaguer, quoi. Ben ouais, enfin je sais pas, moi j'aime bien comprendre ce que je lis aussi, tu vois. Oui. Donc non, je m'en fiche pas. Et mais voilà, après, je crois que ce qui résume bien le truc, c'est sympa, mettez votre nez dedans, prenez le temps de le faire. Et ben faites-vous surprendre parce que c'est vraiment une drôle d'expérience. Moi j'ai été un peu bloqué dans un premier temps par mais qu'est-ce qu'il veut nous raconter et je pense, c'est ce que disait Mathieu sur le dessin, c'est que parfois il faut qu'on prenne du recul et j'ai l'impression que c'est pareil sur la narration et sur l'histoire. C'est le genre d'histoire qui demande qu'on prenne du recul parce qu'à bien y réfléchir, il y a déjà des bases d'une réflexion qui sont intéressantes sur la technologie, comment elle est exploitée ou pas, sur comment est-ce que la nature peut subir la création de villes, etc. Il y a des sujets qui sont juste en fond, très très légèrement traités. On voit on comprend que le monde a beaucoup changé ces dernières années, que les personnages principaux ils sont pas pour rien, que tous ceux qu'on suit, sauf un qui pour le moment est juste le gars qui est le Candide, qui est là pour écouter l'histoire, mais peut-être qu'il cache son jeu, j'en sais rien. Et je sens que ça veut en dire plus, mais que c'est qu'un tome 1, vraiment. Et qu'on manque de recul, on ne peut pas voir la fresque en entier pour comprendre ce que ça veut nous raconter. J'espère que c'est ça. Parce que sinon je serais vachement déçu sur le tome 2. Mais c'est ce que ça laisse sous-entendre, et dans ce cas-là on aurait le fond et la forme qui se marient vachement bien, et moi c'est ce que j'adore, parce que techniquement ce côté qui est à la limite de l'abstrait par moment, mais quand on regarde de plus près on se rend compte que non, c'est pas abstrait en fait, ça nous montre des choses qu'on peut comprendre, mais qui demandent une analyse, une réflexion. Non, très curieux, je sais pas quoi, enfin ça m'a laissé très con comme bouquin. Je l'ai fini, j'ai fait qu'est-ce que je viens de lire? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Où je le classe voilà. C'est ça que j'ai trop cool. La trahison d'Olympe de Jean Dalin, au scénario, au dessin, à la couleur, chez Sarbacane pour 27 €. On reste encore dans la mythologie, mais une mythologie plus proche de nous, avec Macral et Corbeau de Guy ou J ou G, on ne sait pas trop comment prononcer, au scénario, au dessin et à la couleur chez Glénat pour 20,50 €. Donc c'est une histoire qui se déroule en plein hiver, on va dire au lendemain de la Révolution française. On va suivre deux prêtres réfractaires et qui sont obligés de se balader avec les reliques des reliques, parce qu'en fait il faut les sauver, ces reliques. Et en fait ça va être, mais malheureusement en fait comme dans tout bon western, ils vont être pourchassés par des sorcières, les Macral, et ça va être une longue suite de gunfight, d'embuscades, de rebondissements, de guet-apens, de traîtrises. Voilà, un vrai bon western en fait. Western Cato. Un western Cato à la sauce wallonne. Alors clairement, vous allez dire, mais en fait, ça donne pas envie ce que tu me racontes. Mais si, en fait, parce que un western avec des prêtres, ça marche bien. Et un western crépusculaire. Et surtout, du coup, parce que ça se passe en plus tout en hiver dans un paysage de neige, donc forcément, tu fais quoi avec
Et après, tu me dis que moi, je suis pas professionnel. Mais le mec, il est là, il joue avec ses clés. C'est pourquoi ? C'est pour faire les prêtres, c'est ça ? Avec les chaînes pour les enfants ? Ouais, tu n'y arrives même pas en plus. Ouais, je sais. Bon. Donc, c'est Les dents. J'en reviens à mon histoire. Donc, on a le père Martin, qui est donc assez facile sur la gâchette, a tendance un petit peu à tirer sur tout ce qui bouge. On a des sorcières qui sont pas très 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 contentes et qui veulent récupérer les restes du saint. Et on a le père, il me semble que c'est Antoine, mais j'ai un doute. Mais on va l'appeler Antoine. C'était le jeune. Ça sonne bien. Ouais, le père Antoine, qui est le petit jeune justement de l'histoire, qui lui, juste, il se trimballe les reliques et qui voudrait s'en débarrasser. Mais autant l'auteur, il a donné le nom de quelqu'un qui tient beaucoup pour lui rendre hommage. Et peut-être, et je viens de lui pourrir son truc. Et donc, du coup, il trouve quand même que des fois, le père Martin abuse un peu et est un peu quand même facile sur la gâchette quand même. Et il n'est pas certain qu'il soit si gentil que ça, le père Martin. Donc effectivement, on se retrouve dans une sorte de western où notre naïf se retrouve un peu tiraillé entre les deux. Les méchantes sorcières, peut-être qu'elles ont des bonnes raisons d'être aussi méchantes. Un truc qui est quand même avec pas mal de rebondissements, c'est une histoire, je trouve, qui est assez dynamique. Au niveau du dessin, on a des grands aplats de couleurs, souvent dans les teintes froides, parce que forcément c'est l'hiver. Les seules personnes qui sont en couleur, c'est Antoine. C'est Antoine. Ça va, j'étais pas mauvais. Hein. Les seules personnes qui sont en couleur, c'est les sorcières. Je trouve un dessin propre. Les personnages, justement, quand on va avoir des personnages en plus sur l'histoire, en fait, ils sont en noir et blanc. En fait, il n'y a pas de visage. Les chasseurs qu'on va avoir, ou les mecs les révolutionnaires, on va juste avoir des mecs avec des chapeaux, il n'y a pas de visage. Donc, du coup, c'est vraiment pas les personnages principaux. Et tu gardes justement ta petite trame. Et j'ai trouvé que pour une première BD, Macral et Corbeau de Guy, je vais l'appeler Guy, c'est une bonne bande dessinée, quoi. Et surtout qui traite d'un sujet qui n'est pas très commun, les prêtres réfractaires, et un petit côté un peu fantastique, une sorte de western, comme tu dis, wallon. Bah écoute, ça marche très très bien, et moi je me suis bien régalé avec Macral et Corbeau. Tiens, Nao. Moi je m'attendais à rien parce qu'au début j'étais pas hyper fan du dessin et en fait j'ai passé grave un bon moment. En fait effectivement le dessin il est efficace. Au début j'étais là en mode ouais j'ai l'impression que c'était brouillon mais en fait quand t'es dans ta lecture pas du tout, non c'était hyper efficace. Les couleurs pareil hyper efficaces et alors moi j'ai l'impression d'avoir lu une histoire, juste une histoire en fait. Enfin, c'est-à-dire que ça n'avait pas d'intérêt particulier si ce n'est le divertissement et pour le coup j'ai passé un bon moment donc non c'était cool, enfin franchement très cool. Ouais, il y a un côté, je rebondis sur ce que tu dis, un côté histoire pop, quoi. Ouais. Où ça revient sur l'idée du western. Il n'y a pas un fond super important, aussi une petite histoire autour de la foi, etc., mais qui n'est pas non plus super développée, on va dire. Mais tu as cette petite quête que tu vas suivre, qui est super prenante, qui marche bien, une sorte de mélange de différents codes qui marche bien. Moi, le dessin, j'aime beaucoup. Et je trouve qu'en plus, la couverture rend vraiment bien hommage à ce qu'on va avoir à l'intérieur. Ça marche très très bien. Non, je passe un très bon moment aussi. Guillaume ? Pareil, pour moi, une très bonne BD, une très bonne fiction, une super lecture. Ça marche bien. Tous les ingrédients sont là et ça semble bien. Franchement, c'est une super lecture. Il n'y a pas une BD engagée par un truc à propos, un machin. Non, juste le plaisir de lire une bonne histoire qui fait plaisir, quoi. Donc, un album, je pense, qui mérite d'être observé. Regardez, si le trait vous plaît, que vous cherchez une bonne histoire bien écrite et efficace en one-shot. C'est Macral et Corbeau de Guy chez Glénat pour 20,50 €. Ah oui, juste une chose, c'est Macral, donc c'est les sorcières en wallon. D'accord. Et les corbeaux, c'est pour les religieux. Parce que dans l'histoire, c'est des corneilles. Ouais. D'accord. Parce que du coup, je me suis posé la question en fait, de pourquoi il a mis des corbeaux. Sachant que dans l'histoire, c'est des corneilles. C'est des corneilles, oui, c'est vrai que il n'y a pas que ça. Dans les corbeaux, il appelle les corbeaux aussi quand les deux prêtres ils se font prendre en chasse, pas que par les sorcières, mais par les autres gars. Et ces gars-là, il les appelle aussi les corbeaux. Ouais. Donc, un espèce de double. Ok.
Donc, jetez-y un œil, ça vaut le coup. D'or et d'oreiller de Mayelen Gust d'après Flore Vesco. On a déjà parlé d'une BD adaptée de Flore Vesco qui avait un titre un peu la même structure. C'était de... Zut, j'ai oublié le titre. De Cap et de Plume. De Cap et de mots. De Cap et de mots, voilà. De Cap et de mots. Qui était plutôt sympathique. Et là, on est sur un autre registre. On rentre dans le conte de fées. Tout commence comme un conte de fées où on va avoir... une riche famille qui apprend que Lord Anderson, qui est plutôt bien tuné et plutôt un bon parti, cherche épouse. Mais pour retrouver épouse, il fait subir une épreuve à toutes les prétendantes. Et donc, la mère de famille décide de prendre ses 3 filles et de les envoyer là-bas pour qu'elles subissent l'épreuve. Les 3 jeunes filles vont accompagnées de leur domestique. Et la première épreuve, c'est un lit immense. Elles doivent y aller chacune leur tour. Y passer une nuit sur un lit qui est sur des tonnes de matelas. Elles doivent y passer une nuit. Ça fait penser à... Oui, le petit pois, la princesse au petit pois. La princesse au petit pois, ouais. Mais on va s'en éloigner très vite. Mais c'est vrai que c'est le premier truc que l'on se dit, bon, c'est une sorte de réécriture de la princesse au petit pois. Pas du tout. Et là, on va voir donc que la première des sœurs y passe, revient, et première question de Lord Anderson, comment s'est passée votre nuit ? Et là, la personne lui répond, et on voit qu'il lui fait un petit commentaire en général plutôt pas super agréable pour dire, vous pouvez rentrer chez vous. La deuxième sœur y passe, dit totalement autre chose sur comment s'est passée sa nuit, et reçoit aussi un commentaire plutôt pas cool. La troisième de même. Et donc, elle se décide à partir un peu offusquée par le comportement de ce lord qui, franchement, est un beau connard, etc. Mais lui, il dit, mais vous êtes venu à 4 ? La quatrième peut aussi participer. Et ils vont donc demander à la domestique, dont j'ai oublié le nom parce que je suis nul pour les noms des personnages, de participer, elle aussi, au défi. Et bien sûr, elle va y réussir. La question, c'est que très très vite, on va se rendre compte qu'on est dans des questions d'intimité. Des questions sur le corps, sur l'intime, sur que font les jeunes filles dans leur lit la nuit. Tout ce genre. C'est pas pour les enfants du tout, mais alors pas du tout. Pourtant, ça fait de l'œil à ma fille, mais on pourrait le donner pour les collégiens, je pense. On pourrait le conseiller. C'est possible parce que c'est pas si, c'est plutôt bien traité. Je pense que. Ouais, 14 ans, ça va pouvoir marcher. C'est pas 13-14 ans, ça peut commencer à marcher. C'est pas si mal traité. C'est jamais vulgaire. Ouais, mais c'est des thématiques. Oui, les parents vont râler un moment. Je pense que la documentaliste, elle va pas tenter. Ouais, parce que les parents, ils vont faire la gueule. Pourtant, voilà. Attends, on voit des seins, c'est fini. Hein. Ah, putain, merde. Non, mais déjà, on voit des seins. Donc déjà, rien que là, c'est fini. Clairement, je suis tombé sur le cul. J'aime les contes de fées, j'aime quand on les réécrit, les déforme, les raconte autrement. Et surtout pour traiter de sujets rares, de sujets intéressants sur comment va ou pas se créer ce couple que désire ce Lord Anderson. Parce que bien sûr, le lit, ce n'était qu'une première épreuve. Et surtout, il y a un dessin, un découpage, un travail et une intrigue de fond que je ne veux surtout pas révéler parce que on l'apprend à peu près à la moitié de l'album, mais c'est tellement waouh que un côté magique, un côté mystérieux, un côté terrible. Je suis resté sur le cul. C'est un album fantastique. Et alors le dessin, qu'est-ce que ça tue. Fantastique. Et vous, qu'en avez-vous pensé ? Qui veut prendre la parole ? Voilà. Hein ? Allez, vas-y Guillaume. C'est à moi. Ouais, vas-y Guillaume. Ouais, c'est bien. Punaise. C'est bien, tu as raison. Non, franchement, je disais tout à l'heure que je retiens rien de ce que je lis en ce moment. Ça fait partie de ceux que j'ai le mieux retenu.
parce qu'effectivement, C'est un signe. voilà, T'allais le dire, c'est parce qu'il y avait des seins et d'autres choses qui s'en rappellent. Voilà, tu as pensé très fort. pas que, aussi, mais pas que. Mais surtout. Et non, typiquement, il y a des trucs très très sexy dans celui dont je vais parler après, et je l'ai moins bien retenu. Et bref. Parce qu'il y a plus de texte. C'est ça. Tout ça pour dire que une très très bonne histoire, un très bon conte de fées. Moi, je me suis laissé complètement emporter. Enfin voilà, c'était bien mené. Il n'y a pas besoin d'énormément de texte parce que justement, c'est très bien raconté. Et c'était assez plaisant de suivre les péripéties de cette bonne qui va se prêter au jeu tout en s'y prêtant pas vraiment comme il faudrait. Il est un peu rebelle. C'est ça, ce lord qui je vais trop en dire, donc qui est bien comme il est, voilà. C'est voilà une super histoire à découvrir et surtout à ne pas spoiler, donc je vais m'arrêter là avant de fourcher. No. Moi, j'ai trouvé ça super. Alors déjà, le dessin, vraiment incroyable. Hein. J'aime, c'est fluide, c'est beau, c'est doux, ça fait du bien, c'est hyper agréable à regarder. Et au niveau de l'histoire, moi, j'aime bien les contes qui sont pas des contes. Et les histoires qui reprennent des codes du conte, mais qui font pas du tout ce à quoi on s'attend. Et ben là, on est là-dedans. Et donc, moi, j'avoue que ça m'a vraiment plu. Et en fait, ouais, c'est ça, c'est un conte qui aborde des thèmes de l'intime, très intime, de l'homme et de la femme, et d'une manière qui est très différente que ce à quoi on est habitué. Donc, non, moi j'ai trouvé ça vraiment génial, je me suis régalée. Thio ? Une bonne surprise, et en même temps... je sais pas comment le dire en fait. J'ai été à la fois surpris parce que du coup je m'attendais pas à ça. Quand tu m'as un peu vendu, tu m'as dit ouais donc bon c'est un mec qui tu m'as fait le même pitch en fait. Hein. Ouais. Donc la 4e elle va avoir des épreuves et puis suivant celle qui va être choisie. Ok. Moi je commence à lire, je me dis bon ok il va avoir des épreuves et en fait je m'attendais pas du tout justement à ce côté très intime. Mais tu peux pas raconter autre chose quand tu le pitches. C'est ça qui est compliqué. Non, mais heureusement. C'est raconter le début. C'est et ça. En fait, et moi je me suis retrouvé justement sur ce côté très intime et je m'attendais pas du tout à ça. Et finalement, c'est très léger. Il n'y a pas de vulgarité dans le traitement et c'est vraiment agréable. Et en même temps, il y a quand même un côté un petit peu fantastique, hein, quand même. Il y a de l'aventure, de l'action. Il y a de l'aventure, il y a de l'action et qui est importante. Mais ouais, une très bonne bande dessinée. Et voilà, le graphisme m'a laissé quand même vraiment sur le cul. Je serais curieux de savoir comment est le roman de Flor Vesco au départ, parce que du coup, c'est peut-être pas mal à lire aussi. Je pense tu parlais de contes de fées, mais je pense qu'on va à la base du conte de fées. Je veux dire, je vais pas refaire le psychanalyse des contes de fées. Non, mais ça reprend vraiment les codes de base. Ça reprend ce qu'étaient les contes de fées au départ, avant qu'ils soient déformés. Et justement, ça qui est beau, c'est qu'elle le déforme complètement pour en faire quelque chose de très actuel, en fait. Avec des prises de position qui sont aussi très actuelles. Oui. Et c'est ça qui est beau, parce que c'est quelque chose de très actuel dans quelque chose de très classique, finalement. Donc, non, bravo. Alors, ici, tout le monde avait coché un coup de cœur, même Thierry qui n'est pas là, sauf Guillaume et Nao, mais à vos propos, j'ai du mal à... Vous mettez le coup de cœur ou pas ? Moi, oui. Guillaume Non, mais tu peux faire ton... Oui, je veux bien laisser passer un coup de cœur. C'est vrai que laisser passer, ça fait genre. Oui. Non, mais il mérite quand même. Je me suis pas posé la question au moment où j'ai coché ma case, disant que je l'avais lu, mais si, ça mérite un coup de cœur quand même. Donc, D'or et d'oreiller de Maïlène Gouste au scénario, dessin et à la couleur, d'après le roman de Flor Vesco, chez Rue de Sèvres, pour 20 €. Et c'est pas cher, ma bonne dame. Non, clairement. Surtout pour le nombre de pages, finalement, je pense que ça peut marcher dans le top de Tizak, ça. Il a fait un prix à la page très correct. Il a lu alors qu'il savait qu'il serait pas là pour en parler, tu vois. Blasphemous avec un A de Mirka Randolfo au scénario et au dessin et assisté par Gianluca Papi pour la couleur chez Glénat pour 19,50 €. On reste dans la mythologie, Guillaume.
Ouais, mythologie, disons. Alors, je propose cette BD tout simplement parce que j'aime beaucoup, beaucoup le dessin de Mirka Andolfo. Et j'aime bien quand elle est au scénario, souvent, pas toujours, elle n'a pas fait que ça, mais souvent le côté qui prend la religion à contre-pied et qui propose un autre regard, souvent un peu plus rock'n'roll, sur les anges, les démons, etc. Et donc dans Place Famous, on va suivre Clélia. Ouais, j'ai triché, j'ai lu la 4e de couvre pour me souvenir du prénom. J'aurais dû y penser. Qui est une star adulée de tous. Dans un monde qui ressemble très très fort au nôtre, mais qui a cette particularité que l'Église catholique comme on la connaît n'existe plus. C'est l'ordre qui a pris le relais. Une autre église à 3 croix. Et donc, cette Clélia a la particularité d'être en mesure, grâce à l'amour et à la foi que tous ses fans lui portent, vu que c'est une élue, de faire des miracles. Et donc tout ça est très orchestré parce que bien sûr pour que le show continue, il faut que tout soit bien géré, que son agent, un prêtre, puisque oui, toute l'église, en fait il y a plusieurs élus dans plusieurs domaines artistiques différents et les agents sont des prêtres de l'église, enfin de l'ordre. Bref, tout ça est imbriqué, l'ordre, la célébrité, les élus, et on va suivre donc le parcours de Clélia et en apprendre un peu plus sur qui sont ces gens. Et donc je vais pas en raconter de trop parce que sinon je vais tout. Si je peux raconter pourquoi le 3e personnage est là, parce que Clélia, comme beaucoup de célébrités, à un moment donné commence à perdre pied et elle a besoin d'une psy pour l'aider. Parce que voilà, elle fait un peu sa diva, mais la pauvre, c'est parce qu'elle perd vraiment pied. Et donc c'est là notre 3e personnage. Donc on va suivre les péripéties de tout ce petit monde-là à travers tous ces questionnements sur la célébrité, sur l'église, sur la religion, sur plein de sujets. C'est traité avec beaucoup de rock'n'roll et un peu de légèreté. Et ça donne une BD très sympa et très divertissante. Donc voilà, après le dessin de Mirka Andolfo, je ne m'étendrai pas dessus puisque comme je vous l'ai déjà dit en début, moi c'est un dessin que j'aime beaucoup, j'aime énormément son côté très sexy, puisqu'on parlait de seins tout à l'heure, même si là en fait à part des décolletés finalement on voit pas de seins. Non, elle est soft. Ouais non, elle est soft. Mais bref, voilà, je pense que c'est une BD qui vaut le coup d'être lue. J'irai personnellement peut-être pas jusqu'à mettre un gros coup de cœur, mais c'était quand même un très très bon moment et ça m'a fait plaisir de le lire et de retrouver Mirka Andolfo. Kyo ? Alors, d'une part, Mirka Andolfo, c'était déjà aussi pour ça qu'on avait lu Sweet Paprika. J'avais Pepper, mais c'était le Paprika, c'était pas loin. Il y a un petit côté quand même INS dedans, pour les... Voilà, avec donc nos chers démons qui ont quand même toujours un petit rôle à jouer, les anges avec qui on se fait quand même bien chier, donc du coup il faut quand même un petit peu mettre justement de piment dans notre vie, et finalement Blasphemous est présent, ils sont là pour faire le taf et justement vendre des choses, ils te vendent du miracle. C'est bien mené, c'est drôle, je trouve que justement les atermoiements de Clélia sur son existence, sur sa loose intégrale et sur ce qu'elle voudrait vraiment être, elle, c'est à la fois des fois un peu triste et en même temps drôle, parce qu'il y a des moments où quand elle fait ce qu'elle veut sur scène, c'est pas facile quand même d'être une star, voilà, donc c'est pas donné à tout le monde d'avoir des beaux textes. Donc un bon moment, je dirais pas jubilatoire, mais un bon moment drôle. Tu passes un moment agréable avec des trucs qui sont quand même assez fun. Voilà, les dirigeantes du prêtre sont, je trouve, les 3 dirigeants restants sont quand même très très drôles sur leur occupation, parce que vraiment, je te dis là, j'ai eu l'impression de voir une partie d'INS et une discussion entre démons, démons, ouais. entre princes démons du cercle qui se font bien chier dans leur vie.
et qui cherche des occupations. Voilà. Mais vraiment, une bonne bande dessinée. Agréable. On a Cobal d'ailleurs, en parlant, qui est quand même dans la salle, en parlant de Prince Démon. Une blague. Salut Cobal. Ouais, de mauvais goût, bien sûr. Oui. Non, pas de mauvais goût, juste noir. Nao. Ouais. Ouais. Ouais, moi je trouvais ça chouette. Après, il y avait un peu trop de trucs qui me faisaient penser à Fine Print. Je sais plus chez qui c'est. C'est la Panini. nouvelle. C'est chez Panini. C'est Stéphane. Ouais, c'est ça. La nouvelle BD de Stéphane J'arrive pas à Sejic. prononcer son nom. Donc le gars qui a fait Arline et Sunstone et tout ça quoi. Qui lui aussi aime bien mettre des trucs un peu moins soft. Il aime le sexy et les voilà. Donc bon, ils se rejoignent là-dessus, hein. C'est tous les deux des auteurs qui aiment bien mettre des trucs un peu sexy. Après, j'avoue que le coup du les anges et les démons qui se font chier, les anges qui sont pas vraiment des anges, bah du coup moi ça m'a fait beaucoup penser à Fine Print. Après c'est vrai que le parti pris est pas du tout le même. Donc là c'est vrai que c'était sympa parce qu'il y avait plus le côté religieux quand même, mais un peu prise à contre-pied, donc j'ai trouvé ça cool. Donc j'ai passé un très bon moment, c'était une bonne aventure. Par contre, pour moi, il y a un gros point négatif, c'est que en fait, ça parle beaucoup, mais genre beaucoup. Et Mirka Andolfo, c'est une star qui a des problèmes existentiels. Hein. Ça non parle mais d'accord, beaucoup. mais je veux dire, elle a fait d'autres choses dans lesquelles ça parlait beaucoup et dans lesquelles c'était plus fluide. Et j'ai trouvé que parfois, il y avait un peu du texte pour rien dire. Quand les dessins montraient certaines choses ou quand une bulle suffisait au lieu de 3 sur une seule petite case. Donc moi, c'est mon gros point noir, c'est que voilà, je trouvais que vraiment, parfois, en termes de texte, c'était lourd. Voilà. Après, par contre, ça reste une bonne BD, c'est hyper agréable à lire, c'est joliment dessiné, vraiment, moi, je l'aime bien pour ça. Donc voilà, c'était cool. Je passais un bon moment, mais ça parle trop. Moi, je te rejoins un peu. Moi, ça m'a fait penser aux thématiques de The Wicked and the Divine, qui, pareil, parle des déités qui deviennent des stars, en fait, qui jouent sur ce sujet-là. Donc, on est sur une thématique qui est assez proche, avec un fond un peu moins costaud aussi, je trouve. Moi, ce qui m'a plus gêné, c'est que je trouve que parfois, au niveau de la narration, ça manquait un peu de clarté, de lisibilité. On s'y perdait un peu, on savait pas trop. J'arrive à comprendre ce qui se passait parce que ça reste assez clair, mais j'avais tendance à me perdre un peu dans la lecture. Je passais un moment sympathique, hein, c'est pas mauvais, mais je vais pas en garder grand chose. Voilà. Blasphemous de Mirka Andolfo, assisté par Gianluca Papi pour la couleur chez Glénat pour 19,50 €. Tu as un souci de prononciation parce que tu fais des et du coup c'est compliqué pour comprendre les noms. C'est vrai. Je devrais. Je t'assure que tu peux un peu plus fluide, je pense que c'est mieux quand même. Je vais tenter d'être plus fluide. Ah voilà, fais de la SMR s'il te plaît. Mirka Andolfo, assisté de Gianluca Papi. C'est pas mal. C'est pas mal ça. Ouais, je garde. Ouais, ok. Eh bien, nous allons rester dans la subtilité et la délicatesse avec un œil sur The Diplomate. Mais qu'est-ce que c'est donc, dis donc ? The Diplomate, la 2e saison. Et je viens de la voir, tu aussi, mais nous allons parler de la série car nous n'avons point encore parlé dans ce podcast. Du tout, et pourtant elle est super bonne cette série. Ouais. Donc, La Diplomate, c'est une série sur Netflix. Netflix, oui. Ouais, Netflix, ouais. Alors, la création est de Deborah Kahn. Deborah Kahn, elle a travaillé sur À la Maison Blanche, sur Grey's Anatomy. Bon, voilà, je dis pas que c'est là. Quand même. Ouais, quand même. Quand même. Donc, elle s'est mélangée des histoires politiques et des histoires de cul. Putain, c'est toi, t'es réducteur. Toi. Ça parlait de cul, Grey's Anatomy? C'était pas une histoire d'hôpital? Non. Non, parce que- vraiment pas. hein. Entre deux opérations, il couche aussi. Alors, qu'est-ce qu'on... Pas pendant, rassure-moi. Ils essayent. Ils en parlent, mais ils ne le font pas. On va suivre donc Kate Wheeler. Kate Wheeler, qui est donc qui est nommée ambassadrice des États-Unis. Elle rêve de repartir, être ambassadrice en Afghanistan, parce que elle veut du fight. Elle veut être vraiment dans le combat, dans la guerre. Elle veut en avoir plein les mains. Elle veut que ça gicle. Et en fait, elle se retrouve nommée pour être ambassadrice à Londres. Tintin. Et là, clairement, en fait, elle est dégoûtée, quoi. Elle est dégoûtée. Elle se retrouve à Londres. Elle se dit, bon, moi, je vais me faire têche. J'ai qu'une envie, c'est de me faire têche pour aller ailleurs, parce que je veux pas rester là. Non, merci, pas encore. Et donc, elle se retrouve à Londres, mais en plus, c'est en pleine crise internationale, parce que le HMS
Courageous. Le bateau de Sa Majesté a été touché par un tir de missile et il y a des marins britanniques qui sont morts. Et donc, c'est la crise internationale parce que tout le monde dit c'est la faute de l'Iran. Et donc, du coup, elle se retrouve en Angleterre à essayer de gérer ça pour dire aux Anglais de ne pas trop taper fort sur l'Iran parce que normalement, c'est les Américains qui tapent dessus. Et finalement, elle se dit mais peut-être que c'est pas l'Iran. Et en fait, voilà, on se retrouvait donc dans une sorte d'intrigue politique là-dessus pour savoir qui est-ce qui a réellement tiré ce missile sur le bateau britannique. Mais en même temps, elle n'a pas été nommée à Londres que pour gérer ça. C'est parce qu'en fait, elle est aussi pressentie pour être peut-être la nouvelle vice-présidente des États-Unis. Et donc, un peu de pression. Elle a un peu de pression parce qu'en plus, du coup, sur tous les fronts même. Elle le sait, qu'on lui a un peu dit que justement, elle était un petit peu attendue au tournant. Et bon, là, on dirait tout devrait bien se passer. Mais c'est là où il y a la famille, le mari. Et le mari est exceptionnel. Le mari, donc, lui, c'est Hal. Et Hal, il est ancien ambassadeur, lui aussi. Donc, en fait, il connaît déjà tous les rouages. Il sait comment ça se passe. Et c'est le pire connard. Mais il aime sa femme. Mais c'est quand même un connard. Et donc, c'est un professionnel compétent. Ouais, mais sauf que du coup, sa femme, elle le déteste. Ah, c'est sympa. Mais elle l'aime aussi quand même. Voilà, c'est compliqué. Donc voilà, la vie de famille, la vie politique, la vie privée. Tout ça, c'est compliqué, mais on passe 2 saisons, moi je trouve absolument hallucinantes. Des fois, tu te perds un peu, le scénario est bien ficelé d'un point de vue géopolitique. Hein. D'un point de vue géopolitique, il faut suivre parce que c'est quand même un petit peu dense. Mais la personnage principale, donc Kerry Russell, le joue super bien. Elle a été découverte par J.J. Abrams dans Felicity. Rufus Sewell, donc, qui joue justement Hal Wilder, qui jouait aussi dans Medio Château et Dark City. Et Dark City, voilà, il est au top. Une super série. Il y a 2 saisons qui sont sorties. 2 saisons de 7 épisodes. C'est fini ou... Alors non, c'est pas fini. Oh, non. La 2e saison. Cliffhanger de fin de saison. C'est marrant, on dirait 2 fangirls là. Ouais, attends, je te promets, tu vois la fin de la saison, tu te dis oh putain. Déjà la fin de la saison 1, tu fais ah ouais, non, merde. Et puis la fin de la saison 2, ils ont fait encore plus. Je te dis, mais comment vous faites, les gars? Saison 3, je sais pas ce qu'ils vont faire, mais ça va être ouf. La 3e guerre mondiale. C'est peut-être possible. Ah bah là tu vois qu'il y a des enjeux qui pourraient aller vers ce genre de truc. Poutine est arrivé. Franchement, une super série politique, enquête, thriller, vraiment géniale, avec des très bons acteurs. Moi, j'ai passé même les seconds rôles, etc. sont très bien. Bah, le secrétaire de l'ambassadrice, qui du coup lui est là en mode lui le mec il est à fond dans l'étiquette anglaise, carré, et lui dit non mais ça en fait vous pouvez pas, non là il faut vous changer de tenue, là il faut vous coiffer. Parce qu'elle, on peut pas le dire non plus. Sur les premiers épisodes, il lui explique que vu que c'est l'ambassadrice des États-Unis à Londres, il faut qu'elle s'habille avec des jolies robes. Et bien, elle a dit non mais je suis pas Cendrillon non plus. J'ai pas envie. Je suis là pour bosser quoi. Sauf que lui, il voudrait que. Enfin bon voilà. Mais vraiment une super série. Je vous la conseille. Il y a que donc 2 saisons pour l'instant, donc ne prenez pas trop de retard. Et c'est chouette. Attention, oui effectivement, Zartov, on est obligé de le noter. Il n'y a pas de Ferrero au fait de l'ambassadeur. Et c'est peut-être la seule faute de cette série. Alors, je tiens à préciser, parce qu'il y a quand même... Non, parce que je suis donc un spécialiste du Ferrero Rocher, monsieur, de par mon travail. Et je peux te dire que les Ferrero Rocher ne sont produits que pour les vacances de Noël de la part de Ferrero. Ils n'en produisent pas le reste de l'année. Et comme nous n'avons pas passé un seul moment à Noël, et donc il n'y a pas de Ferrero. Ils ont une chance de se rattraper. C'est possible. Voilà. Il faut être précis, monsieur. Donc, The Diplomat, vous pouvez retrouver sur Netflix en 2 saisons. Et franchement, c'est une très très bonne série. Tu es pas content d'avoir appris que Ferrero ne fait des rochers qu'à Noël? Non, en fait, j'en suis désolé parce que j'en mangerai toute l'année. Mais pareil. C'est juste que, en fait, vous avez bossé le sujet en prévoyant la question à la con qu'Azertov allait poser. Non, c'est parce que j'ai plein de... Il s'est posé juste lui-même la question. Non, c'est parce que j'ai plein de savoirs inutiles dans ma tête et je sais pas pourquoi des fois, mais c'est comme ça. C'est pour ça qu'on fait des podcasts. Voilà. Aussi. Eh bien, merci d'avoir écouté nos savoirs inutiles, parce que un jour, vous aussi, vous pourrez vous la péter en société, tout en recommandant d'excellentes bandes dessinées. On en a eu quelques-unes ce soir. Voilà, Randall dit qu'il savait déjà pour les Ferrero, tu vois. Ah ben voilà, ça c'est quelqu'un de qualité. Voilà, il connaît tout. Donc, merci de nous avoir écoutés. On a passé un très très bon moment avec vous.
Je vous rappelle que nous allons enregistrer un 2e épisode dans la foulée de celui-là, mais que si vous n'êtes pas là sur le live, vous pouvez patiemment attendre 15 jours avant la diffusion du prochain épisode. Sur ce, moi je crois que je peux vous dire au revoir et à bientôt. Vous pouvez retrouver Thio sur Instagram, sur la galerie de Mathieu, n'est-ce pas? Oui. Nao sur Instagram avec Nao Migurumi. Ouais. Ouais, je publie pas trop ces derniers temps. Hein. En fait, non. Franchement, C'est dalle, voilà. même. Et moi, je suis partout sur la Voix des Bulles ou One Pied sur tous les réseaux sociaux, car je sais partout. Eh bien, on vient d'être déconnecté d'OBS, je ne sais pas pourquoi. Ciao, ciao. À bientôt. Salut. Tu sais, c'est la dealeuse de M&M's. Depuis tout à l'heure, elle loue, et puis elle te donne un. Eh, les gars, et j'ai pas triché, on a tous. Donc tu l'as ramené. Oui, je me l'avais prêté, en fait ils en avaient un, donc je l'ai ramené à la livraison.